Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode 23 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. J'ai le plaisir de vous annoncer un numéro spécial sur le triomphe. Alors, le triomphe, qu'est-ce que c'est? Quelles sont nos méthodes préférées pour le réaliser? Quels sont nos jeux gimmicks préférés pour le réaliser? Je vous propose que tout de suite, en compagnie d'Olivier, on vous parle de ce fameux tour du triomphe. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, un sujet unique mais qui, je pense, va réserver quelques surprises. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que le triomphe, comme la carte au nombre, ça sera peut-être d'ailleurs un prochain numéro spécial, est un tour que tous les cartomagiciens ont dans leur répertoire, veulent faire. Je pense qu'il y a eu un nombre très important de versions. On va essayer d'en parler ce soir, d'en présenter quelques-unes, mais je pense qu'on sera à peine au bout de toucher toutes les versions qui peuvent exister. Il y en a tellement sur le marché, il y en a tellement de disponibles que on ne pourra que survoler le sujet, à mon avis, ce soir. Ouais, on va effleurer les dates les plus importantes et puis les gimmicks peut-être les plus importants et des tours qui nous ont touchés. Alors déjà, je pense qu'il faudrait qu'on s'entende sur ce qu'est un triomphe. Parce que je pense que pour les cartomanes avertis, c'est clair. Quand on débute, la magie, ça peut l'être moins. Moi, je me souviens que j'avais eu tendance à confondre les ambitieuses et les triomphes, parce que parfois, les deux effets peuvent être combinés. Je te propose une définition, tu me dis ce que tu en penses, si on Allez. est d'accord sur cette définition. Le triomphe, c'est une famille d'effets dans lequel une carte est choisie, elle est perdue dans le jeu évidemment, qui lui-même est souvent séparé en 2 parties et mélangé sans dessus-dessous parce qu'on a des faces en haut et des faces en bas. On fait constater grâce à un étalement que toutes les cartes sont dans le désordre et ensuite on regroupe le jeu, claquement de doigts, peu importe, incantation magique, ce que vous voudrez. Nouvel étalement, toutes les cartes sont revenues face en bas, à part la carte choisie, celle du spectateur qui est face en l'air. Est-ce que ça te semble quelque chose de correct ou tu voudrais ajouter quelque chose? Alors ça me semble une bonne définition du triomphe. Je dirais que à ça, on va pouvoir ajouter plusieurs variantes ou des éléments qui peuvent changer d'une série à l'autre. On pourrait imaginer qu'il y ait une ou plusieurs cartes qui restent dans le sens opposé. On pourrait imaginer que toutes les cartes aussi reviennent dans le même sens, hein. Ça pourrait être un effet de triomphe un peu différent. Mais j'ai envie de dire que l'effet de base, je ne sais pas si c'est l'effet le plus ancien, mais en tout cas l'effet de base qui est le plus souvent présenté, c'est celui que tu nous as décrit, qui permet de faire choisir une carte, mélanger un jeu sans dessus-dessous, puis le fait de faire revenir le jeu dans le bon sens, sauf la carte du spectateur. C'est, à mon avis, la bonne définition de ce que pourrait être un triomphe. Et donc effectivement, les variantes que tu viens de citer, on va en aborder quelques-unes un peu plus tard. Il y a différentes possibilités de faire cette révélation finale. Alors déjà, peut-être qu'on peut parler du nom triomphe, parce qu'en fait, le nom triomphe, tel qu'on le connaît maintenant, il date de 1946 et il est popularisé avec une routine de Dave Vernon, qui s'appelle Triomphe et qui a été publiée donc, dans une revue Stars of Magic en 1946. Et en fait, ce nom, il vient remplacer un terme plus générique sous lequel ces effets étaient connus et qu'on nommait topsy-turvy. Quelque chose qu'on pourrait traduire en français par sans dessus-dessous. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote. Je vais te poser, alors c'est pas une question piège, parce que je l'ai découvert en préparant le sujet. Est-ce que tu sais comment on orthographie sans dessus-dessous? J'aurais dit sans SANS, dessus et dessous comme un dessous. Et j'ai tenu le même raisonnement que toi. Eh bien, en fait, sache que c'est pas correct. En fait, et c'est la façon de le prononcer qui peut nous induire en erreur. On dit sans dessus-dessous et sans, eh bien, pour nous, c'est SANS. En fait, c'est SENS. Sauf que c'est pas Ah, bien ouais, sens dessus-dessous, en exactement. fait. Voilà. Sauf qu'on dit pas sens dessus-dessous, mais c'est l'esprit.
Sens, le sens, c'est dessus, Ouais, dessous. bien sûr. OK. Voilà, un chaos, le désordre. C'est amusant comme anecdote, hein. Beh, figure-toi qu'il aura fallu 52 ans et pourtant je lis pas mal de bouquins et je n'avais jamais vu orthographier Ah oui, je cette l'aurais pas expression. orthographié du tout comme ça. Clairement, j'aurais pas eu de points à la dictée de Bernard Pivot là-dessus. Et voilà, on vient de perdre une moitié de l'auditorat qui n'a jamais connu la dictée de Bernard Pivot. Ah, oh, les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils l'ont connu, mais j'espère que les gens auront appris quelque chose et surtout, si vous le saviez pas, soyez pas inquiets. Je pense qu'on est très nombreux à ne pas le savoir. À l'époque, c'était connu sous le nom de topsy-turvy, sans dessus-dessous. Mais 1946, ce n'est que le nom, parce que la routine est beaucoup plus ancienne. En fait, il faut remonter assez loin. Il faut remonter à Théodore Louis Delande, qu'on connaît plus sous le nom de Théo Delande. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est lui qui a sorti notamment, parce qu'il a sorti plein d'autres choses, mais le jeu marqué Delande. Oui, un jeu marqué qui a été réédité par Penguin il y a quelques années et qui fait partie de ma collection. Il semble que c'est pas Magic Makers qui l'a fait. Peut-être que Penguin l'a fait aussi. De mémoire, qui a fait ça? Delande? Parce que Magic Makers a au moins 2 ou 3 versions, parce il y a différentes versions de son jeu Delande. Ah non, c'était un hommage pour le centenaire du jeu, qui Ah est oui, un oui. redesign et une amélioration, notamment en collaboration, et ça fera écho à notre dernier épisode, le numéro 22, avec Phil Smith. Ah, Donc ouais, avec ouais. le Daisy classique et le Nifty classique, qui sont deux jeux marqués de Delande. Oui, il a créé beaucoup de jeux marqués et on les connaît pas tous. Il y a son, Mm. dollar, million de dollars, mais il y en a différents. On aura l'occasion un jour d'en reparler certainement dans les jeux marqués, pourquoi pas? Et Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Deland aussi, il est très connu pour un tour auquel on pense pas souvent. On connaît les Bonto, hein, de Skinner, par exemple, hein, qui est très connu. Eh bien, figure-toi que celui qui a ouvert cette voie, qui a utilisé ce trucage, c'est aussi lui, avec une routine qui s'appelait, Pick It Out. Ça se prononce tout attaché, Pick It Out, et donc c'est lui l'inventeur de ce gimmick qu'on utilise dans le jeu Ultimate Trick and Monty de Skinner. Et ben à l'origine, c'était Deland. ok. Donc Deland vient avec, un jeu truqué qui s'appelle Inverto. Alors le fonctionnement, je le connais pas bien, mais il est assez similaire à ce qu'on va découvrir un petit peu plus tard. Et il faut quand même savoir que ce jeu est sorti en août 1914. Donc tu vois, il a 90 ans ce jeu. Plus tard, c'est Charles Jordan qui sort une version qui s'appelle Ultimo en 1919, qui utilise le même principe. Donc là, on revient, je te passe un peu toutes les améliorations parce que on va pas perdre nos auditeurs avec tous les détails. Mais en tout cas, en 1946, on revient sur Vernon parce que sa routine, elle a la particularité de reposer sur un faux mélange, alors que D'accord. toutes les autres étaient faites sur un retournement. Et elle devient tellement populaire que on laisse tomber le terme de topsy-turvy pour adopter celui de triomphe. 2 ans plus tard, en 1948, c'est UF Grant qui sort un jeu sans créditer Deland et il l'appelle le Chick to Chick. Aujourd'hui encore, parce que j'ai vu récemment une vidéo d'un homme très cultivé qui nous a présenté son triomphe et le Chick to Chick et qui a sorti comme référence Vernon et 2 ans plus tard, UF Grant en oubliant tout le passé et en oubliant de remonter jusqu'à 1914. Ça, c'est pour la partie historique. Peut-être qu'on pourrait parler des méthodes les plus basiques que nous, on connaît, les méthodes sans trucage, je veux dire par là. Et toi, tu avais une méthode que tu avais découverte il y a un moment, peut-être quand tu as débuté la magie? C'est la méthode que j'ai utilisée en débutant la magie, effectivement. Une de mes premières ressources qui m'a mis les pieds à l'étrier en cartomagie, c'est l'encyclopédie des cartes de Jean-Pierre Vallerino, un trio de DVD à l'époque. Un trio de DVD aujourd'hui, ça fait rire, mais trio de DVD à l'époque, qui est une mine d'or d'informations
en lien avec, j'ai envie de dire les bases de la cartomagie, mais quand je dis les bases, c'est pas que les bases, hein. Dans les faits, on va assez loin. On retrouve, on va dire les grands comptages importants, on retrouve les filages, on retrouve les forçages, on retrouve les empalmages, on retrouve les mélanges, on retrouve vraiment pas mal de choses qui permettent déjà dans un premier temps d'avoir un arsenal magique extrêmement vaste. De mémoire, parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé les vidéos et les DVD, mais il se trouve que chaque technique, chaque tour est toujours accompagné de sa mise en application dans une routine, un tour expliqué par Valarino. Et il y a dans ce DVD, dans je crois la dernière partie, dans les bonus, un tour qui permet de, entre guillemets, travailler ces mélanges, qui s'appelle le tour des mélanges du monde. C'est un tour qui est somme toute assez connu dans l'univers de la magie, où le magicien va expliquer à différentes personnes, après avoir fait choisir une carte au spectateur, que quand on a besoin de perdre une carte, on peut utiliser plein de mélanges différents. Et en fait, on va utiliser le mélange à la française, le mélange américain, le mélange faro, le mélange... Enfin, tout plein de mélanges qui nous permettent à chaque fois, sans dévoiler plus que ça la méthode, mais de contrôler la carte soit au-dessus, soit au-dessous en fonction des besoins, d'arriver à une situation finale où on va faire ce que Valarino appelle dans la vidéo un mélange chinois, qui est censé mélanger des cartes face en l'air et des cartes face en bas. Puis montrer au spectateur que dans le jeu, en coupant à différents endroits, on retrouve des cartes qui sont face contre dos, des cartes qui sont dos contre face, des cartes qui sont dos contre dos. Donc, que c'est un grand bazar intersidéral de cartes dans tous les sens. On va reposer le jeu sur la table après avoir fait cette démonstration que le jeu est dans tous les sens. Et en un claquement de doigts, toutes les cartes vont revenir dans le même sens, sauf une seule, la carte choisie au tout début, avant l'intégralité des mélanges, par le spectateur. C'est un tour qui est extrêmement intéressant à apprendre quand on est débutant, parce que, on travaille ses mélanges, on travaille ses contrôles, on travaille un certain nombre de techniques et de visualisation dans l'espace, de où se trouve une carte, de ce qu'on peut faire. On peut commencer à jouer avec le spectateur en improvisant un petit peu en fonction du type de mélange, de ce qu'on veut faire, du boniment qu'on va mettre autour de chacun de ces mélanges. Et on arrive à terminer par un effet de triomphe qui est assez impressionnant et qui permet pour un spectateur d'avoir un véritable effet magique en fin de tour, puisque finalement, tout le reste du tour, ça n'a été qu'une démonstration de mélange, chose qui est fatalement plutôt chiant à regarder. Tout ça avec très peu de technique finalement, hormis savoir les mélanges de base et les contrôles de base. Et donc, à la fin, on est bien sur le sentiment que les cartes sont sans dessus-dessous et on ramène tout dans l'ordre. La seule, j'allais dire, faiblesse, si on peut dire, c'est que physiquement, on fait pas un étalement où on voit les cartes vraiment imbriquées les unes. Exactement. La faiblesse potentielle du tour, c'est qu'on peut pas étaler les cartes pour montrer le côté sans dessus-dessous. Ça, c'est pas possible. Mais c'est aussi un des avantages de ce tour, c'est qu'il peut être fait sans table. C'est que Ouais. c'est un tour qui a pas besoin de table pour être réalisé. Vous pouvez faire Mmh. tous vos mélanges sans jamais poser le jeu, et vous pouvez montrer que le jeu est censé être dans tous les sens, sans avoir jamais à poser le jeu ailleurs que dans votre main. Et il existe une variante et qui, à mon avis, est trouvable dans un livre ou dans une vidéo de Michael Vincent, mais qui ne doit pas être que de lui initialement, qui permet de, une fois le jeu mélangé sans dessus-dessous, de couper le jeu à plusieurs endroits et de faire 6 piles sur la table avec des piles face en l'air, des piles face en bas, et donc de montrer que c'est vraiment le chaos dans le jeu, et ensuite de recomposer le jeu de manière à avoir la finalité qu'on avait au départ, c'est-à-dire le triomphe qui va se réaliser à l'étalement suivant. Je suis pas certain, parce que les souvenirs sont vagues et puis c'est pareil, c'est des programmes que j'ai pas revus depuis longtemps, mais je me demande si, Bernard Blier avait pas aussi, ce type de routine dans sa cassette qu'il avait à l'époque? Je pense que les mélanges du Un monde, classique. c'est un classique qui doit pas être ni de Valarino ni de Billis, Non, qui bien doit être entendu. un truc plus ancien qu'ils ont dû récupérer et populariser, ou en tout cas diffuser dans le cadre des DVD d'apprentissage, hein, à mon avis.
Oui, oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un tour qu'on apprend, comme tu dis, pour maîtriser un peu tous les mélanges différents. Mmh, exactement. Eh bien, moi, mon premier souvenir, c'était alors là aussi, c'est un souvenir qui est ancien et puis qui même plus ancien que le tien parce que là, on parle de cassette vidéo et je l'avais pas assimilé, si tu veux, à un triomphe, mais finalement, c'en est un. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était dans la vidéo 2003, donc la troisième vidéo des programmes, années 2000, Cartomagie années 2000 de Dominique Duvivier et c'était avec un, mélange Zaro. Ah! Carte choisie, carte perdue, et ensuite, moitié de paquet retourné sur la table, jeux imbriqués l'un dans l'autre, mélange Zaro, je peux pas trop en révéler, mais il y a une manipulation à faire qui paraît compliquée au début, mais qui est finalement pas si compliquée que ça. Il suffit de refaire une nouvelle coupe pour que tout le jeu revienne, dans le bon sens avec la carte choisie, face en l'air. Ça, c'est ma première découverte, de ce qu'on peut assimiler à un triomphe, mais qui était pas présenté en tout cas comme étant un triomphe, ou en tout cas pas dans mon souvenir. C'est vraiment la base pour apprendre le mélange Zaro et puis pour en avoir une application dans une routine. C'est mine de rien, une solution élégante et accessible pour faire un triomphe, à moindre coût, avec, toujours, la même problématique qui est, pas de possibilité d'étalement pour, montrer les cartes imbriquées. Ça pourrait peut-être, se faire, mais ça serait quand même un peu compliqué et c'est Mmh. pour ça, d'ailleurs, à mon avis, que, Deland était venu avec, cette solution parce qu'elle permettait de montrer vraiment des cartes dans les 2 sens. Alors peut-être que, justement, comme on reparle du jeu Deland, on Mmh mh. peut, revenir sur, les jeux truqués, Les gimmickés. jeux truqués, les jeux gimmickés. Un chick to chick. Alors pour la petite anecdote, aux Pays-Bas, il y a des magasins qui font de la seconde main. Généralement, c'est des magasins associatifs qui emploient des gens qui ont des handicaps ou des choses en réinsertion et les gens viennent déposer les choses dont ils ne veulent plus et toi, tu peux les racheter. C'est un peu un Emmaüs si tu veux, hein. Et un jour dans un panier, je tombe sur un jeu Bicycle bleu, comme tu vois avec, 40 centimes et je l'ouvre et je vois des cartes gimmickées, des cartes normales et je n'ai absolument aucune idée de quoi il s'agit. Bon, je le regarde, j'ai: «Qu'est-ce que je vais faire de ça?» Bon, avoir des cartes spéciales, c'est toujours intéressant, donc je prends, puis pour 40 centimes, bon, ça passe. Et un jour en regardant, un unboxing, d'une boutique, à l'étranger. Je vois la démonstration, il me dit: «C'est un chick to chick». Je dis: «Mais» alors évidemment, il donne pas l'explication, mais je me dis: «Mais bien sûr, c'est ça, c'est ce que j'ai». C'est donc la version de UF Grant qui date donc de 1948. Alors ces cartes-là datent pas de 1948, je te rassure. Non. J'aimerais, hein, mais non. Non, non, à mon avis, oui, un peu plus récente, un tout petit peu plus récente. Un petit peu plus récente avec un index un peu particulier. Mais bah, écoute, ça reste une méthode très simple, donc dérivée du jeu des Landes. Malheureusement, le jeu des Landes, je ne l'ai pas, ce fameux Inverto. La seule chose que je sais, c'est que la une des différences, apparemment le trucage est le même, mais une des différences, c'est que Grant, lui, a permis de faire un mélange à l'américaine des cartes. Alors que dans la version de Deland, les cartes étaient posées sur la table et une fois face en l'air, une fois face en bas, ce qui créait le mélange. Je connais pas la structure du jeu Deland, mais a priori, ça devrait être la même. Bah, oui, ça ressemble beaucoup, en tout cas, c'est juste peut-être la méthodologie d'utilisation de ce jeu qui est différente. Certainement. Je vais pas vous redécrire le tour parce que c'est ce qu'on a décrit depuis le début, une carte sélectionnée, remise dans le jeu coupé en 2, retourné, mélangé face en haut, face en bas, un geste magique. Alors là, l'avantage que n'ont pas les versions, non gimmickées, c'est qu'effectivement, une fois que le jeu a été imbriqué et mélangé, tu peux étaler et on voit clairement les cartes face en l'air et face en bas. Oui, Tu fermes ton étalement, tu fais ce que tu as à faire, c'est-à-dire pratiquement rien. Nouvel étalement, une seule carte est retournée, c'est la carte du spectateur. En revanche, l'inconvénient de son avantage, c'est que les cartes ne peuvent pas être examinées. alors les cartes peuvent pas être examinées et on peut pas montrer l'étalement, sans dessus dessous des 2 côtés. On peut le montrer que d'un seul. C'est ça, Voilà. oui, ça.
Et c'est à mon avis la raison pour laquelle on est passé à des jeux gimmicks plus compliqués entre guillemets, puisque on peut le dire, la technologie du chick to chick, elle est relativement simple, elle est relativement Ouais. basique. On peut arriver à la reproduire chez soi d'ailleurs assez facilement avec des choses qu'on a facilement dans ses tiroirs. Par contre, il existe quelques jeux. Alors moi j'en ai pris deux qui sont pas très différents l'un de l'autre. Hein. Dans les faits, il faut être observateur pour trouver la différence entre les deux. Le premier, c'est le Charming Chinese Triumph, qui est un jeu gimmick de Silverwing, donc un magicien asiatique que je ne connais que très peu, mais qui a fait cette version initiale du Triomphe gimmick, en tout cas du Triomphe de la version initiale que moi j'ai eue. Et puis une deuxième qui est plus récente, qui s'appelle Petroleum, qui est de Max Lukian, de mémoire, et qui a été édité par Theory 11, avec, dans les deux cas, des jeux qui sont des jeux basés sur des DOM made and back, et qui s'appuient sur une technique d'impression de cartes quasi similaire, à un petit détail près, mais qui permet, du coup, de faire un triomphe avec un étalement des deux côtés, où on voit effectivement l'imbrication des cartes face en bas et face en l'air, en recto et en verso. Donc en fait, dans cette méthode, alors on est vraiment sur le déroulé basique d'un triomphe, à savoir je choisis une carte, je la remets dans le jeu, je coupe le jeu en deux parties, je retourne une face vers le haut, je fais mon mélange américain ou mélange faro, euh, je peux même montrer les cartes non mélangées, en tout cas non imbriquées en mode alterné. Je peux imbriquer mon jeu, montrer d'un côté les cartes sans dessus-dessous, montrer de l'autre côté les cartes sans dessus-dessous. Et en général, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, lorsque je referme mon étalement, mon dernier étalement, je n'ai plus d'autres techniques à réaliser. D'ailleurs, je n'ai pas réalisé de technique avant non plus, puisque le jeu gimmick fait tout le travail. J'ai plus qu'à faire mon boniment, expliquer que les cartes vont se remettre dans le bon sens, et réétaler mon jeu de manière à montrer que toutes les cartes se sont remises dans le même sens, soit face en l'air, soit face en bas, ça dépend de comment est-ce qu'on a géré notre routine, et que la carte du spectateur, elle, est dans le sens opposé, donc face en l'air ou face en bas, en fonction de ce qu'on a voulu avoir à la fin, comme image de fin. La principale différence qu'on va trouver entre le Charming Chinese Triumph et Petroleum, c'est quoi? Dans les faits, si vous avez les deux, vous le savez, il n'y a quasiment pas de différence. La principale différence, elle vient du sens de retournement du jeu. En gros, dans le cadre de l'un, le sens de retournement du jeu normal se fait par les petites tranches. Et donc, lorsque l'on retourne le jeu par les petites tranches, le jeu continue à exister normalement, alors que dans l'autre jeu, dans Petroleum, le sens de retournement se fait par les grandes tranches, par les grands côtés. Et donc, à chaque fois qu'on retourne le jeu par les grandes tranches, le jeu garde sa propriété initiale. Donc en gros, d'un côté, on le retourne tête bêche, de l'autre côté, on le retourne sur lui-même. C'est la principale différence qu'il va y avoir entre les deux, et qui n'est pas une différence notablement importante, ou en tout cas pas suffisamment importante pour qu'on puisse vouloir recommander plus l'un que l'autre. C'est amusant parce que j'ai vraiment l'impression en voyant parce que je connaissais pas, hein, et tu m'as montré les cartes. Dans l'idée, le trucage est le même, sauf qu'il y en a une, on pourrait dire que c'est inversé et pas l'autre. Ouais, exactement. J'ai le sentiment que le créateur, je sais pas qui est arrivé en deuxième, si c'est Petroleum ou C'est Petroleum, le plus c'est récent, ouais, Petroleum. exactement. Et c'est celui qui est en inversé ou en... C'est celui qui est en inversé, ouais, exactement. Ouais. Et alors, en fait, ça me donne le sentiment que le gars est venu avec son projet et s'est dit: «Bon, il y a déjà un truc sur le marché, il faut que j'apporte une une modification et ben, je vais inverser» et puis voilà, quoi. C'est parce que, beh, fondamentalement, c'est la même chose, quoi. C'est fondamentalement la même chose. La vraie différence, c'est vraiment une différence de manipulation. Ouais. C'est comment est-ce que tu as l'habitude de retourner ton jeu. Est-ce que tu as plutôt l'habitude de le retourner par les grands côtés ou par les petits côtés? Et après, il y a une différence notable entre les deux. Quand on prend le Charming Chinese Triumph, on nous livre un jeu complet de cartes gimmicks,
et un jeu complet made and back. Donc on a 2 Mmh. jeux dans le Charming Chinese Triumph et on va se constituer d'un côté son jeu gimmick et on va avoir des cartes restantes qui nous permettent soit de faire un deuxième jeu gimmick, soit de remplacer certaines cartes, puisqu'en fait dans le Charming Chinese Triumph, initialement dans le trailer, ils nous disent qu'on peut faire signer la carte du spectateur, qu'il la remet dans le jeu et que du coup on la retrouve et qu'elle est signée. Chose qui est tout à fait possible parce que comme c'est du made and back, on peut acheter des jeux à l'infini en made and back et changer les cartes qui ont été signées grâce à ce roulement, ce qui nous permet effectivement d'avoir un jeu qui finalement va être utilisable avec signature quasi à l'infini. De l'autre côté, Petroleum, lui, est livré qu'avec un seul jeu, donc on a uniquement les cartes gimmicks nécessaires pour faire un jeu, et il est livré avec quelques cartes supplémentaires pour faire une routine de l'huile et l'eau, qui est une routine à lui. Alors, on sent vraiment que ça a été rajouté là pour dire on a rajouté un truc, sur pas vraiment l'intérêt, parce qu'en plus, dans les faits, est-ce que réellement on peut assimiler une routine de l'huile et l'eau à une routine de triomphe? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bon, plus ou moins lointain, dira-t-on, mais globalement, voilà, c'est la principale différence qu'on va retrouver entre ces deux vidéos. Et la qualité des explications est un peu meilleure dans Petroleum, puisqu'on connaît Theory Eleven qui fait souvent des productions de très très grande qualité en général dans ses vidéos. Là où sur Chinese Charming Triumph, de mémoire, la vidéo est pas extraordinaire. C'est un sous-titrage en anglais. Je crois même que le magicien ne parle pas pendant la démonstration, donc c'est pas forcément évident pour des gens qui sont pas habitués à ce type de vidéo de bien apprendre le tour. J'ai souvenir qu'au début, ça m'a pris un petit peu de temps à maîtriser les différents mouvements. Voilà les principales différences entre ces deux jeux qui sont pour moi clairement les mêmes. Quand j'ai reçu Petroleum, je me suis dit waouh, c'est vraiment la même chose. Il m'a fallu du temps avant que je découvre la petite différence subtile que je t'ai montré tout à l'heure et de comprendre que ah oui non, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, on va pas enlever à Petroleum le fait que c'est bien produit et que le créateur cite énormément de sources autour du Triomphe, crédite énormément de personnes sur voilà la création et les éléments qu'il a repris et qu'il a assemblés pour en faire sa version du Triomphe. Une question d'ordre financier. Le Chinese, il est à combien? Il me semble que le Petroleum est dans les 35 €, en tout cas, c'est le prix que j'ai trouvé. Ouais, alors ça fait très longtemps que j'ai acheté le Charming Chinese Triumph, mais de mémoire, on devait être à peu près dans les mêmes prix. Je dirais, ouais, c'est ça, 34,90 € ou 30 $ pour le Charming Chinese Triumph. Et Petroleum, je pense qu'on était dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé, donc un permet de se constituer 2 jeux, pas l'autre et l'autre, Exactement. a une meilleure, vidéo, qui est on sait généralement chez les C'est Chinois ça. malheureusement, je vois par exemple N2G avec ses pièces, c'est la misère quoi, ses explications. Ouais, c'est souvent compliqué. Alors, juste, pour info quand même, Petroleum, il est au même prix en dollars que, ils sont tous les 2 à 30 $, 29,99 ou un truc comme ça. Par contre, en France, il est en général beaucoup plus cher maintenant. Il a peut-être été moins cher auparavant, mais, il est plutôt dans les 40 € hein, sur le marché français, Petroleum. Il y a une jolie inflation de prix entre le prix américain et le prix français. Ouais, après, ça dépend de la boutique, où tu regardes tes infos parce que Oui. il y a quelques boutiques qui sont réputées comme étant assez chères. Heu, comme étant plus cher que les autres, effectivement. Je sais pas Mais ils pourquoi, sont mais il y a de l'inflation. ouais et mais au plus cher, on le trouve à quand même 55 € en France, ce qui fait très, très 55 cher. €? Ah non, mais Ouais, c'est des gens pour qui ont acheté, je sais pas, il y avait une flambée du dollar au moment de l'achat ou? ouais, ouais, non, sur les boutiques les plus chères, on le trouve à 55 et sur les boutiques les moins chères, on le trouve à 38. Au-delà de 40, changer de boutique quoi, hein. On peut dire Oui, vous pouvez et du coup, il en reste pas beaucoup au-delà de 40. Ça enlève quand même pas mal de monde, donc le mieux, c'est peut-être de l'acheter à l'étranger. après, n'oubliez pas que vous pouvez toujours demander à votre, boutique, hein, de parce que c'est vrai qu'en ligne ça se fait pas, mais si vous vous rendez sur place et que vous avez un article que vous trouvez pas, il peut regarder s'il peut se le procurer, il peut l'acheter pour vous, hein. Pour revenir sur ce que tu nous as présenté, alors, je voudrais rebondir parce que ce sont les 2 mêmes produits, donc on va pas s'attarder trop longtemps sur leurs différences parce qu'elles sont pas très importantes, mais plutôt sur les différences avec le Chick to Chick. Comme tu l'as fait remarquer, le jeu peut s'étaler dans les 2 sens. Exactement.
contrairement au chick to chick. En revanche, ce qui me fait peur, c'est que, alors, il n'y a pas de nécessité si tu veux, hein, mais t'as pas intérêt à commettre une erreur parce que tu pourrais flasher. Alors qu'avec le chick to chick, au moment de l'étalement, tu pourrais même dire à ton spectateur, tiens, allez, étale les cartes. Et il y Oui, aurait rien à voir. Donc ça aussi, non. c'est une différence que je voulais souligner pour nos auditeurs. Oui, la manipulation avec les jeux gimmicks de Triomphe, quasiment toutes les méthodes hein, ont cette difficulté, c'est que ça demande d'avoir un étalement assez précis, un étalement régulier, plutôt serré, pas d'étalement trop irrégulier, et j'ai envie de dire la phase cruciale, celle dans laquelle 99% des flashs se font, pour pas dire tous les flashs se font, c'est la phase où on va révéler la carte du spectateur. Mmh. Lorsque dans l'étalement, on va sortir la carte Ouais, à ouais, ouais, l'envers, très souvent à ce moment-là, il y a un risque de flasher qui est inhérent à la conception du jeu et malheureusement, on n'y peut rien. Il faut être précautionneux à ce moment-là et c'est ce qui fait que très souvent, la fin des routines de triomphe est un peu lente. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'actions au début, on prend une carte, on la remet dedans, on mélange, ça va très vite. Et sur la fin de la routine, on est obligé, techniquement, de ralentir le geste pour éviter cette difficulté de flash qui va avoir lieu. Donc c'est un point à avoir en tête. Alors ça peut être un choix de faire justement un ralentissement pour créer un peu de suspense sur la carte, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, enfin voilà. D'où ma remarque de dire que c'est peut-être plus intéressant de terminer avec un jeu face en l'air et une carte face en bas, Mmh. parce que ça laisse toujours le suspense de savoir est-ce que c'est bien ma carte, Oh, alors que bien si on sûr. fait l'inverse, c'est-à-dire un jeu vers le bas avec la carte vers le haut, bah du coup on sait que c'est la bonne carte, donc on a tout de Mmh. suite envie d'aller la regarder. C'est peut-être un petit conseil, faire très très attention avec les jeux gimmicks hors chick to chick au moment de retirer la carte de l'étalement. C'est potentiellement une période compliquée qui peut flasher. Et autre avantage du chick to chick, économiquement parlant, c'est 10 €, hein. C'est pas possible de faire moins cher à mon avis parce qu'on est sur le prix d'un pas le prix d'un jeu normal, mais voilà, on n'est pas loin Ouais. du prix d'un jeu normal, donc c'est clairement très très facile à faire. Et encore, on parle là d'acheter un chick to chick. Bon, si on achetait les deux parties qu'il nous faut, on en a peut-être pas pour 10 €. Ouais, peut-être un peu moins, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, 10 €, Oui, oui, ça passe ça assez va, facilement. c'est clair. En guise de conclusion, j'ai envie de te demander quelle est ta version préférée? Moi, je te donnerai la mienne. Ma version préférée, alors je vais avoir du mal à départager Petroleum et Charming Chinese Triumph. Je dirais que dernièrement, je fais essentiellement Petroleum, donc je vais garder Petroleum mais pour moi, c'est les deux mêmes, donc j'ai pas vraiment de différence entre les deux. Ouais, non, Je vais mais garder tu aurais celle-ci. pu, changer d'avis en voyant le chick to chick, parce que je rappelle que tu connaissais pas, en fait, hein? Non, je connaissais pas le Tic avant, mais alors, quitte à avoir un jeu gimmick, Ouais. je préfère avoir un jeu vraiment pas du tout examinable, vraiment dirty à mort, mais avoir un effet extrêmement pur. Ouais. Et je trouve que dans Petroleum, Avec une prise de le risque. avec la prise de risque qui va avec tout ce qui va avec, mais avec Petroleum, le côté j'étale mon jeu, dans le désordre, je le referme et quand je le réétale, vraiment, on a l'impression qu'il s'est rien passé. Et quand je le Mmh. réétale, toutes les cartes sont revenues dans l'ordre. Je l'ai pas retourné, je l'ai pas retouché, j'ai vraiment rien fait. Ça, c'est vraiment bluffant. Ça, Mmh. vraiment, c'est le moment magique de la vidéo ou du spectateur, voilà, qui voit cet étalement refermé, réétalé, et boum, les cartes sont dans l'ordre. Je rappelle que le chick to chick, il y a quand même pas mal de possibilités, de faire un étalement avec tous les dos visibles, au départ, de faire prendre des cartes, même voire 3 cartes, de les replacer, comme il faut, de refermer et de les retrouver, après mélange, malgré tout, face en haut. Donc voilà, moi, personnellement, ce sera le chick to chick. J'en profite pour, signaler aussi aux auditeurs qu'il y a une version, bien sûr, il y a une version de Craig Petty, qui s'appelle Chicky, Oui. et je pense que c'est exactement le chick to chick, hein, sauf qu'il l'a appelé Chicky et qu'il a mis une vidéo de 3 heures et qu'il nous vend pour le prix de 34,95. Par contre, je ne sais
pas si ça utilise le principe du cheek to cheek ou un des principes de type pétroleum. Mais à mon avis, vu le prix, je pencherais plus pour un cheek to cheek traditionnel. Oui, c'est fort probable. Je n'ai même pas vu passer ce produit. Je dois bien avouer que parmi la tonne de trucs qui sort avec des vidéos de 4 heures de lui, il y a un moment où il faut faire un peu de tri. Et celui-là, vraiment, je pense que mon cerveau l'a automatiquement trié en version verticale. Directement dans la poubelle. Eh bien, C'est écoute, clair. maintenant, Vincent, je voulais te parler des versions qui sont, comme on l'a évoqué, qui sont un peu différentes, Mhm. parce que il va y avoir plusieurs cartes qui vont être tournées. Le modus operandi va être un peu différent. Et donc, ce sont des versions, enfin, en tout cas pour ma part, que j'ai décidé d'en présenter deux. Ce sont des versions qu'on trouve dans des livres. Alors, je propose de commencer par la première. Allez, vas-y, je t'en prie. On est fan de livres, on adore les livres, vous nous connaissez, on a fait des numéros dédiés à comment est-ce qu'on classe nos livres, donc t'as été fouillé dans ta bibliothèque magique. Fais-nous plaisir, dévoile-nous les secrets que tu y as retrouvés. Le premier tour dont je voulais te parler, c'est un classique. Je pense que tout le monde le connaît et il figure dans deux ouvrages. Et je veux parler du Triomphe de John Bannon, qu'on retrouve dans le Very Best Of qui lui est consacré, à la page 5, sous le nom C'est un triomphe. Ce même triomphe, on le retrouve rédigé de manière un peu différente dans le livre Impact, à la page 262 pour être précis, sous le nom Le Triomphe de Bannon. Et c'est amusant parce que on sent la modestie de l'homme. C'est un petit peu ce que je reproche à Bannon, moi, c'est sa modestie. Bien sûr, c'est ironique. Donc le nom du tour original, c'est Play It Straight. Il fut d'abord publié dans mes toutes premières notes de conférence, Cosmic Debris en 1987, puis à nouveau dans Impossibilia en 91. Il est évident que c'est l'une de mes créations les plus populaires, et d'ailleurs, il a raison, hein. Et elle a traversé les années. Si quelqu'un me parle d'un effet de moi qu'il connaît, c'est souvent celui-ci. Ces 25 dernières années, le tour a été tellement diffusé, sans que mon nom ne soit cité, que certaines personnes considèrent que c'est la méthode classique pour l'effet triomphe. J'aurais dû l'appeler le triomphe de Bannon. C'est ce que je fais aujourd'hui afin de corriger cette erreur. Donc voilà, en fait, il est en train de nous expliquer que tout le monde pense que c'est lui l'inventeur du triomphe, quoi. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. Peut-être qu'il a un petit peu abusé sur la confiance, mais bon, voilà, on va lui pardonner. Il a créé des choses vraiment très bien et c'est un magicien qui propose une vision de la magie intéressante. Donc Ah oui, oui, non, mais tout à fait d'accord. pour tout ça, on va lui pardonner quelques petits excès, quelques envolées lyriques qui peuvent aussi être dus à la traduction, à la qualité de la traduction. Mais à mon Ouais, avis, je pense connaissant que l'homme, c'est plutôt fidèle. donc en fait, de quoi il s'agit, hein, si jamais vous connaissez pas, bah, voilà, vous avez 2 endroits pour les trouver, et je pense qu'il y a nombreux, parmi les auditeurs qui ont ces livres. Mais de quoi il s'agit pour ceux qui sauraient pas? Vous faites choisir, une carte, voilà, de façon traditionnelle, mais cette fois, la carte, non seulement le spectateur n'en prend pas connaissance et elle n'est pas remise dans le jeu. Le jeu est coupé en 4 parties et chaque moitié, on va dire au spectateur: «Bah, tiens, tu veux que je mette, telle moitié quelle moitié, dans quelle autre?» Alors, tu retournes une moitié, face en l'air, face en bas et puis ensuite tu en retournes une autre et puis voilà, tu les imbriques tous les unes dans les autres et à la fin, évidemment, étalement, 12 cartes apparaissent face en l'air, toutes de la même famille, dans l'ordre de l'As jusqu'au Roi, et il manque une carte. Imaginons le 8 de cœur par exemple. La carte du spectateur est retournée et c'est le 8 de cœur. Voilà, en gros, c'est l'effet. Donc, tu vois bien que la différence, c'est pas une seule carte qui se retourne. L'esprit est un peu le même parce que ce sont des cartes qui vont se remettre toutes dans l'ordre, mais là, c'est une famille entière qui va se retourner dans le jeu, se classer dans le bon ordre numérique pour t'indiquer la carte choisie par le spectateur.
Mais là où il y a là où il y a un vrai intérêt à ce tour, en tout cas un intérêt à le présenter peut-être en plus d'un triomphe, c'est que c'est pas qu'un triomphe en fait. Il y a cette notion du triomphe à l'intérieur, mais il y a aussi cette notion des cartes qui se rerangent dans l'ordre, et ça c'est quand même assez fort, le fait que une seule famille, la famille qui est constituée de la carte manquante dans l'ordre dans le jeu, et pour le coup, et alors si on peut pas lui pardonner son excès de modestie, on pourra au moins lui attribuer cette capacité à avoir imbriqué des effets extrêmement puissants les uns avec les autres, tout ça dans une technique vraiment facile, Très quasiment simple. existante. Mmh. Je me demande même si c'était pas ces DVD ou ces livres Move Zero, Destination Zero, déjà, Mmh. qui partageaient cet élément-là, parce qu'on n'est pas loin de ne pas avoir de manipulation dans Ouais, tout à fait, ouais. cette version-là. Donc je trouve que c'est une très très belle version du Triomphe dans un jeu non gimmick, et avec, j'ai envie de dire, finalement, une sanction technique très faible. Par contre, dans Impact, il conseille de présenter, son tour après un triomphe classique, de style Vernon. Je dois bien avouer que bon, j'ai cherché dans mon Very Best of Vernon, j'ai pas trouvé le triomphe donc en question, donc je le connais pas. Je sais juste qu'il repose sur un faux mélange, donc j'imagine bien, si tu veux, mais j'ai du mal à comprendre comment on pourrait faire pour imbriquer les 2, heu, sachant qu'il y a quand même, dans la version de Bannon, un montage qu'il faut quand même pouvoir conserver. Même si le triomphe est un peu plus élaboré et qu'il y aurait un crescendo, je vois pas trop l'intérêt d'enchaîner 2 triomphes. Mais bon, Oui, c'est non, un choix deux d'habitude, triomphes, quoi. ça peut être un peu trop, effectivement. Ouais, parce que l'effet de surprise est plus forcément là, quoi. Mmh. Puisque, si tu faisais un triomphe traditionnel, bon, bah, tu as compris que la carte allait se retourner. Là, comme, la carte du spectateur n'est pas remise dans le jeu, alors peut-être, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais personnellement, voilà, c'est un tour que j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter parce qu'il est, comme tu le disais, il est simple et l'impact sur les gens est quand même assez fou, quoi. L'impact est fou, et je trouve que alors c'est un aspect non magique entre guillemets, mais qui a son importance quand même. C'est que c'est un tour qui permet aussi de beaucoup travailler sa présentation théâtrale, parce que dans les faits, j'ai plus souvenir de si c'est lui ou si c'est moi qui imaginait ça, mais il y a quand même tout un jeu à avoir sur le côté. Il a choisi une carte et je continue mon tour sans jamais lui redemander la carte, et où je fais toutes mes manipulations, et où au final tu peux jouer le fait que bah t'as pas remis ta carte dedans, mais ta carte elle est, mais donc je peux pas la retrouver. Si tu l'as jamais remise, on la retrouvera pas. Enfin, et donc tu peux jouer, tu peux avec tes spectateurs avoir un petit aspect théâtral, qui est quand même un élément intéressant quand on est magicien, d'avoir quelque chose qui est de l'ordre de l'acting dans son jeu, et qui est pas toujours facile à avoir dans certains tours très mécaniques, notamment le triomphe, où finalement il y a assez peu de justification à ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on mélange les cartes en haut, en bas? Enfin voilà, très souvent c'est difficile d'avoir un boniment intéressant autour d'un triomphe. J'essaie de me mettre à la place du spectateur. C'est vrai que retrouver une carte face en l'air, alors qu'elles ont toutes été mélangées sans dessus-dessous, effectivement, c'est fort. Mais là, reconstituer toute une famille dans un ordre bien précis, il y a, un côté encore, plus impressionnant. Donc, Mm. Bannon, c'est mon premier choix et puis c'est quelque chose de très accessible. Donc si vous connaissiez pas, ça m'étonnerait, mais si vous ne le connaissiez pas, je vous recommande ce triomphe. Alors après, on peut discuter sur le terme triomphe, mais bon. On est sur les faits, on est sur les faits. Le deuxième, alors, c'est un tour qui est tiré du Very Best of de Aldo Colombini, notre, magicien italien, qui vivait aux États-Unis et ce tour, en fait, il est pas vraiment de lui. On le trouve à la page, donc 83 de son Very Best of, hein, sous le nom Magnétique et en fait, il s'agit d'une adaptation d'un magicien anglais, du nom de David Jones
Mais malheureusement, alors que parfois il cite, les modifications qu'il a faites, sur celui-ci, j'ai pas eu, une explication très claire, ou alors je suis peut-être passé à côté, c'est possible, de ce qu'il a apporté ou de ce qu'il a modifié. Donc en absence de ces informations, j'aurais tendance à dire, parce que moi j'avais, jamais entendu parler de David Jones, j'aurais Mmh. tendance à dire que peut-être que la seule contribution d'Aldo Colombini sur ce coup-là, c'est d'avoir, permis à cette routine d'être mise, plus en lumière grâce à sa notoriété. Alors de quoi il s'agit? Ça fait intervenir 2 spectateurs là, en l'occurrence. Vous faites un 1er étalement. Le spectateur de gauche va prendre une carte dans le paquet, dans la partie, qui se trouve à sa gauche, et le spectateur de droite dans la partie qui est à sa droite. Ils regardent bien leur carte, ils la mémorisent. Vous avez refermé votre jeu, vous refaites un étalement pour qu'ils replacent leurs cartes, celui de droite à droite et celui de gauche à gauche, en essayant de leur demander de mettre les cartes à peu près où ils les ont prises. Le jeu est refermé, il est coupé en 2. Vous dites: «Bon, j'essaie de voir pour avoir à peu près la moitié, parce que là, on va faire des petits paquets, donc il faudrait que ça soit relativement bien équilibré». Vous prenez vos 2 demi-paquets et vous sous-coupez pour faire, un 1er tas, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Donc je ne sais pas si tu as l'image exacte, mais on a en fait à gauche 4 paquets et à droite 4 paquets, des petits paquets. Mmh. Sur, je vais me placer du point de vue du magicien, donc pour mon paquet supérieur de gauche, le premier, on va dire que c'est le premier, je vais le retourner. Le deuxième, je vais pas y toucher. Le troisième, donc on repart sur, à gauche, hein, on fait le sens de Ouais, bien lecture sûr. gauche-droite. Donc le troisième, je ne le retourne pas. Le quatrième, je le retourne, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on est alterné, un paquet retourné, un paquet non retourné. Cinquième, huitième, et en allant de droite à gauche. Et après, c'est très simple, tu imbriques les 2 premiers qui se retrouvent face en l'air, face en bas. Tu imbriques les 2 suivants, troisième et le quatrième. Ces 2-là vont être imbriqués ensemble, et pareil pour, les 4 derniers, et le tout va être imbriqué à nouveau, ensemble. Le paquet est reconstitué, mélangé comme toujours, face en l'air, face en bas. Une passe magique, tu fais un premier étalement, toutes les cartes noires se retrouvent face en l'air, et au milieu des cartes noires, il y a une seule carte rouge, c'est la carte du spectateur. Tu retournes le jeu, tu fais un nouvel étalement, et cette fois-ci, c'est l'inverse. Les cartes rouges sont face en l'air et une carte noire est elle aussi face en l'air, et c'est la carte du deuxième spectateur. On voit bien que l'idée, reste celle d'un triomphe, hein, mélange dans tous les Bien sûr. sens. La révélation est différente dans le sens où là, ce sont les couleurs qui se sont toutes regroupées d'un sens ou d'un autre, avec l'exception faite de la carte des spectateurs. Ça, là aussi, c'est extrêmement simple. C'est encore plus simple que celle de Bannon. Que dire de plus? Peut-être que le seul désavantage, c'est que tu pourrais pas les montrer mélangées. Tu peux pas, Mmh. bah, elles sont mélangées, mais tu verrais que les couleurs forcément, sont, dans le même sens. Donc il faut pas t'aventurer à les étaler avant la révélation. Alors que dans le premier tour de Bannon, tu pourrais, au premier mélange, faire un étalement et montrer que les cartes face en l'air, face en bas. Tu pourrais même le refaire une deuxième fois, au troisième mélange, mais enfin au troisième paquet à ajouter. Au-delà, je te conseille pas, parce qu'on verrait clairement qu'il y a moins de Oui, il y cartes dans un a sens. Mais que dans en tout l'autre. cas, sur le 1er mélange, tu pourrais faire un étalement Mmh. dans un seul sens, mais tu pourrais montrer. Alors que dans cette version-là, c'est pas possible. Mais malgré tout, si vous cherchez un triomphe qui est original de par sa structure, facile à présenter, eh bien, je vous conseillerais, la lecture de ce tour chez Aldo Colombini. Et j'ai envie de dire que c'est intéressant parce que ça amène aussi une vision du triomphe un peu différente avec ce côté mélange des couleurs. Le fait que cette fois-ci toutes les cartes soient face en l'air, que les cartes se soient regroupées, d'un côté les rouges, de l'autre côté les noirs. Ça amène aussi, comme pour Bannon, je trouve, un effet magique supplémentaire. C'est-à-dire cette séparation des rouges et des noirs. Ce côté un peu yin-yang, les rouges, une rouge dans les noirs, une noire dans les rouges. Enfin, il y a quelque chose de graphiquement intéressant et qui donne un aspect magique à la routine un peu différent encore. Donc je pense que c'est aussi une très belle version de Aldo Colombini qu'on a là, ou en tout cas qu'il a popularisé si elle n'est pas de lui. Pour l'avoir présenté à des gens qui ont l'habitude, hein, dans ton cercle familial, évidemment, tu viens embêter tout le monde avec tes découvertes et tout. Et autant un triomphe classique, les gens se disent: «Bon, il a pu manipuler, il a pu retourner une carte»,
on arrive à le concevoir, autant avec ces routines qui sont finalement, très simples, et ben j'ai eu des résultats qui des gens me disent: «Alors là, j'ai pas compris comment tu avais fait, quoi». Mmh. Ça les marque et maîtriser une carte, la contrôler, la retourner, c'est concevable. Retourner 26 cartes en les séparant rouge-noir, pour eux, c'est inconcevable. Ça paraît tout de suite inconcevable, ouais. Et donc c'est pas forcément les routines les plus compliquées, les plus impactantes. Je pense même que dans ce type de routine, le fait que ce soit simple, qu'il y ait peu de manipulation, c'est encore plus trompeur que lorsqu'il y a beaucoup de manipulation. Et c'est Mmh. d'ailleurs pour ça, hein, que les jeux gimmicks existent, c'est pour retirer un certain nombre de manipulations, parce que on n'a pas parlé de techniques avancées, mais j'ai vu, alors je n'ai jamais pratiqué parce que je ne suis pas du tout adepte de ce genre de technique, mais j'ai vu pratiquer des triomphes basés sur la technique de Cull. C'est extrêmement bluffant quand on est magicien techniquement, mais c'est pas du tout magique. C'est pas du tout magique parce qu'il faut manipuler le jeu énormément Mmh. pour arriver à culler 26 cartes qui sont du coup face en l'air, avant de les retourner sans qu'on voit grand chose par un saut de coupe ou par ce que tu veux. Mais globalement, ce sont on va dire des effets qui, lorsqu'ils sont faits avec de la technique pure, sont impressionnants pour un magicien, mais pas forcément très magiques pour un spectateur. Je crois que ce sont des routines qui sont très intéressantes pour des troisièmes parties de soirée, vers 3-4 heures, 5 heures du matin, dans Tout une le monde arrière est... salle, ouais, où voilà, tout le monde est bien aviné et surtout entre magiciens, tu vois? c'est ça. Non, «Mais non, mais oui, comment c'est tu as sûr. fait? Tu des cartes normales? Oh là!» Voilà, quand tu as un peu perdu la notion du temps et que tout le monde est beaucoup moins concentré. C'est ça, exactement. On a fait un joli tour, hein, sur les triomphes. Je pense qu'on vous a présenté pas mal de versions. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, peut-être votre version du triomphe préférée, si vous en avez une autre que celle qu'on a présentée. Ça nous fera plaisir. Peut-être qu'on en découvrira des nouvelles. N'hésitez pas non plus, hein, on vous le dit à chaque fois, ça va être le running gag, mais à nous partager à vos amis magiciens pour leur faire découvrir le podcast, parce que à chaque fois que l'un d'entre vous parle de nous à un autre magicien qui ne nous connaît pas, ça nous aide, ça nous permet d'avoir de nouvelles écoutes, et ça nous permet de dire à notre maman qu'on a un peu plus d'auditeurs à chaque fois, et elle est fière parce que elle est contente pour nous. Donc faites-nous ce plaisir, faites ce plaisir à nos mamans de partager le podcast à vos amis, et puis au passage laissez-nous un petit avis positif, une note sur votre plateforme de podcast favorite. Oui, parce que nous, on peut pas demander à nos mamans de nous écouter parce que bon, elles comprennent pas ce qu'on raconte, donc de toute façon, il y a que vous qui pouvez comprendre ce qu'on dit quand C'est on ça. parle un peu entre les lignes comme ça. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à proposer des sujets parce qu'on pourrait parler des jeux marqués, on pourrait parler de tout un tas de choses. Donc voilà, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous. On le fera avec plaisir. On vous souhaite une excellente soirée, après-midi, début de journée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et on espère vous retrouver encore plus nombreux sur l'épisode numéro 24 qui arrivera prochainement. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde.